Donc, ça me fait plaisir de vous présenter M. Charles Lehigh. M. Lehigh, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un avocat, c'est un conseiller en gestion aujourd'hui. De sa vie publique, moi, ce que je retiens, et sans doute ce qui est le propre de ici, c'est qu'il était directeur général de l'Association des manufacturiers du Québec. Et donc, c'est une dimension à laquelle que j'ai abordé avec M. Lehigh, donc plutôt de droit. La droite productive, on peut dire ça par ailleurs, on parle effectivement de la droite financière, mais de droite, il passe au Parti québécois sous le règne de M. Parizeau, qui est déjà social-démocrate, donc il a déjà l'Assemblée. Et aujourd'hui, il est un auteur très prolifique sur le site vigile.net, que je vous invite à consulter pour ceux qui ne le font pas, ceux qui ne le connaissent pas, qui est un site très, très intéressant, très enrichissant, et qui s'embellit de mois en mois, non seulement avec vos écrits, mais avec toute la richesse d'informations, notamment sur la crise financière que l'on connaît. Donc, il est non seulement prolifique, mais aujourd'hui, non seulement social-démocrate, mais plutôt de gauche. À tel point que moi, c'est un cheminement personnel qui m'intrigue beaucoup, et j'ai consulté monsieur, et s'il y avait une question dans ce sens-là, à moins qu'il y ait des réponses d'avance, et moi, ça m'intrigue de voir comment un individu comme ça. Il y a Legault qui fait l'inverse, c'est ça que ça me fatigue. Et il y a Legault qui a fait l'inverse, mais il me semble que c'est pas mal plus difficile à écrire que quand on passe de valeurs plutôt égocentriques ou de droite, pour devenir des valeurs de gauche, il me semble que ça va pas mal plus humaniste que le cheminement de François Legault. Donc, ça m'intrigue de connaître le vôtre, et je suis très certain que vous allez nous enrichir avec vos propos, comme vous le faites sur le CDG, concernant l'épouvantable et menaçante crise financière que la planète risque de connaître, à commencer par l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc, M. Lehigh. Bon. Merci, M. Rochefort, de votre accueil. Merci à vous tous de vous être déplacés. Oui, effectivement, ça peut paraître bizarre comme cheminement professionnel de passer, comme vous l'avez souligné, de la présidence d'une association patronale à des options qui sont davantage identifiées à la gauche. Et je prends bien la peine de dire identifiées à la gauche, parce que dans le contexte que nous sommes en train de découvrir, que nous allons vivre, vous allez voir que des concepts comme ceux de gauche et de droite n'ont plus beaucoup de sens. Et j'irai même plus loin, ils n'ont même plus beaucoup d'importance. Parce que la situation dans laquelle on est n'est pas une situation où on se trouve à avoir un choix entre deux options, deux idéologies. Comme vous le savez, les idéologies de gauche ont été pas mal évacuées dans les années, début des années 90 avec la chute de l'Union soviétique. On pensait que Karl Marx avait été jeté aux poubelles de l'histoire. Et puis on découvre, comme je l'ai fait encore ces dernières semaines, que d'un seul coup, là, y compris dans des sites financiers américains, on se dirait, on n'aurait jamais pensé qu'on puisse parler, même encore évoquer le souvenir de Karl Marx, mais d'un seul coup, là, les idées de Karl Marx redeviennent à la mode. Et puis, comme je vous le dis, ce n'est pas dans des cercles de gauche au Parti communiste d'un tel ou un autre, c'est sur Wall Street, chez les financiers, c'est chez le Harvard Business Review, qui est Harvard, c'est la mecque du capitalisme, on sait. Alors, qu'est-ce qui fait que ces gens-là, d'un seul coup, là, sentent le besoin de revenir à des notions qu'on croyait franchement abandonnées? Bien, c'est pas compliqué, c'est que la crise économique qui a vraiment démarré en 2008, là, elle est en train de pousser le système dans toutes ses contradictions les plus terribles. Et on est en train de découvrir des choses absolument invraisemblables, qui nous semblent même inimaginables. Ces jours derniers, là, il y a eu des articles qui ont paru aux États-Unis. Il y a une municipalité des États-Unis, je crois que c'est en Floride, quelque part, où
les autorités, parce qu'elles n'avaient plus de budget, là, ont cessé la fluorisation de l'eau. Hein? Et 700 000 habitants, 205 000 piastres d'économie, et puis ils trouvent que ça vaut la peine. Dans un autre État, on est en train d'arracher les chemins en bitume, puis les remettre à la gravelle. Et puis le Wall Street Journal fait de l'ironie, puis ils appellent ça le retour à l'âge de la pierre. OK. Mais pourquoi? Plus de budget. Vous avez vu qu'à Madison, au Wisconsin, il y a eu des grosses grèves l'hiver dernier, parce que le gouvernement là, n'avait plus les moyens de payer ses fonctionnaires. Et puis, il y a des municipalités, hein, je pense à... attendez un petit peu, c'est... écoutez, c'est près de... au Rhode Island, il y a une petite municipalité dans laquelle il y a plein de francophones qui se sont établis aux États-Unis entre les années 1850 et 1920, au moment où il y avait les finatures et tout ça. Et puis, ben, il y a un monsieur qui s'appelle Tremblay, là, dont on racontait l'histoire. Tremblay, lui, il écrit ça avec B-L-E-Y. Évidemment, il a anglicisé ça en cours de route. Mais le pauvre monsieur Tremblay, il était chef de police de cette petite municipalité-là. Et puis là, il y a la municipalité a fait faillite, et lui, il paie son fonds de pension. OK? Et des exemples comme ceux-là, là, ça pleut. Alors, une municipalité de Lakewood, New Jersey, vous avez des photos là, sur un site qui s'appelle Business Insider. Hein? C'est pas un site communiste, là. OK? Et vous avez 35 photos. Vous les regardez les unes à la suite des autres, et vous dites, mais c'est pas les États-Unis, ça. C'est même pas le tiers-monde, c'est le quart-monde. Et là, on prend conscience qu'il y a un drame, un gros drame qui est en train de se vivre aux États-Unis. Et l'illustration la plus vive de ça, c'est le mouvement Occupy Wall Street. Et là, on voit bien que pour que ça en vienne à ça, dans un pays comme les États-Unis qui est si peu politisé, il faut qu'il y ait quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, ce quelque chose-là, c'est très grave. C'est l'endettement. Mais cet endettement-là, là, il faut le comprendre. Il faut voir d'où ça vient, et ça vient de loin. En fait, ça vient du début des années 70, quand, en 71, le président Nixon, aux prises avec une guerre au Vietnam, comme vous vous souviendrez, a pris la décision, à cause des contraintes que ça faisait peser sur les finances américaines, de supprimer le rapport entre la convertibilité du dollar en or. Depuis les accords de Bretton Woods en 1948, qui avaient été négociés par la communauté internationale à la suite de la Seconde Guerre mondiale, il y avait une entente à l'effet que le dollar agirait comme monnaie de réserve pour le monde entier, et, enfin, à l'exception du monde communiste, bien sûr, et que la parité, l'échange se ferait sur une base de 35 $ l'once d'or. OK? Alors, en 1971, le gouvernement américain était aux prises avec une situation bien particulière. C'est même surprenant et amusant quand on lit l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est que les Américains se sont engagés au Vietnam dès 1954, au moment de la chute de Dien Bien Phu. Dien Bien Phu, vous savez que le Vietnam, à ce moment-là, était occupé par les Français, et les Français ont donc perdu à Dien Bien Phu, et les Américains, qui craignaient la contamination, la théorie des dominos, là, la contamination du monde de l'Union soviétique, des communistes, là, la chute par domino, ont décidé qu'ils prenaient la place des États-Unis. De la France. De la France, excusez-moi. Et ça paraissait bien, ça, que vous disiez ça. Je me rends compte que je ne peux pas dire n'importe quoi. Bon, alors, à Dien Bien Phu, donc, de 1954 à 1965, du fait de la présence des Américains au Vietnam, et du fait que les seules banques qui fonctionnaient malgré tout encore au Vietnam étaient des banques françaises, et compte tenu de la quantité de dollars que les Américains dépensaient au Vietnam,
la France s'est ramassée avec des quantités phénoménales de dollars qu'ils ont convertis en or au taux de 35 $ l'once. Et la France a accumulé des réserves d'or gigantesques. Au point que ça a placé le gouvernement français dans une position d'intervenir dans la gestion des affaires du monde sous le général de Gaulle. On se souviendra qu'en 1967, le général de Gaulle est venu à Montréal avec le résultat qu'on connaît. Mais il y avait en France un conseiller financier qui s'appelait Jacques Rueff et qui avait convaincu le général de Gaulle que c'était un instrument pour la géopolitique française et qu'il devait s'en servir. Ce que de Gaulle a fait. Mais les Américains n'étaient pas contents. Et plus la situation se détériorait au Vietnam, plus les Français accumulaient d'or, et plus le gouvernement français se permettait de dire aux États-Unis, un instant, vous n'êtes pas tout seul, on décide nous aussi. Vous vous souviendrez de Gaulle qui s'était retiré de l'OTAN. Hein? Vous vous souviendrez de Gaulle qui s'était permis de dire de l'ONU, ce machin. OK? Et il n'y allait pas de main morte. Alors, les Américains trouvaient ça de plus en plus désagréable, détestable, et puis ils ont décidé qu'il fallait le mettre à leur main. Et donc, ils ont commencé par faire ça, ils ont fait bien d'autres choses à côté de ça, mais ils ont toujours bien commencé par, un instant, là, on va prendre le contrôle de nos finances. Sauf que, en déconnectant le dollar de l'or, la référence, c'était quoi? Il n'y en avait plus. C'était la confiance qu'on avait dans le gouvernement américain. Et puis, bon, au début, ils ont géré ça progressivement, tranquillement. Bon, il y a eu tout de suite une augmentation du prix de l'or. Et puis, pensez-y, là, aujourd'hui, c'est 1600 $ l'once, OK? Ou 1700, là, je ne sais plus trop où ils en sont rendus. Et puis, entre 35 et 1700, vous voyez tout de suite que l'écart est infiniment plus grand que l'inflation qu'on a subie pendant cette période-là. Donc, il y a eu une déconnexion et qui est vraiment menaçante. Alors, une partie de cette déconnexion-là est due à de la spéculation, mais il n'y a pas uniquement de la spéculation. Et c'est là que ça devient inquiétant. Il y a une perte de confiance dans la capacité de l'économie américaine de rembourser ses dettes. Donc, une perte de confiance dans la monnaie de réserve que constitue le dollar et une perte de confiance dans le gouvernement américain. Alors, cette perte de confiance-là, il faut comprendre qu'elle se raccroche à des choses très, très dures. Tu sais, je veux dire, pendant toute cette période-là, il s'est produit un phénomène assez spécial. L'industrie manufacturière qui représentait à peu près 37-38% du PIB des États-Unis encore en 1988, ne représente plus aujourd'hui que 12% du PIB. OK? Et l'industrie des services financiers, qui, elle, représentait 12% en 1988, en représente aujourd'hui 38%. Donc, il y a eu une inversion quasiment bout pour bout. Ça a eu des conséquences incroyables sur l'industrie américaine et la façon dont le gouvernement américain gère ses relations avec le reste du monde, gère ses relations même internes, parce qu'il faut comprendre que l'industrie manufacturière, ça avait bien sûr des inconvénients comme sur le plan de la pollution de l'environnement, mais ça avait aussi des avantages en termes de maintenir en place une classe moyenne importante. Et depuis que le secteur manufacturier américain s'est effondré, on se retrouve dans une situation assez difficile, où il y a la classe moyenne est en voie de disparition complètement, et évidemment, avec la crise qu'il y a eu, des taux de chômage absolument renversants, et surprenant, vous avez aujourd'hui un nombre important d'emplois disponibles sur le marché de l'emploi aux États-Unis qui ne peuvent pas être comblés parce que les gens n'ont pas la formation requise. Parce qu'il faut comprendre que les formations dont on a besoin de travailler dans le secteur manufacturier, celles dont on a besoin pour le secteur financier, ce n'est pas tout à fait les mêmes. OK? Alors,
les États-Unis sont donc dans cette situation-là et ils vivent la crise désormais de plein fouet. Il faut comprendre aussi que excusez-moi, l'économie américaine est faite pour fonctionner avec un taux de croissance qui avoisine en moyenne les 3,5-4% par an. Et puis, dans une situation comme celle dans laquelle on est depuis 1988, la croissance n'a jamais dépassé 2%. Et puis, il y a des gens qui soupçonnent, et des gens, pas n'importe qui, là, qui soupçonnent les États-Unis de trafiquer les chiffres, leurs propres statistiques, sur le plan du produit intérieur brut, sur le plan du chômage, et donc que la situation serait infiniment plus grave, que les Américains sont même prêts à la reconnaître. Et il y a une raison pour ça. Pourquoi ferait-il ça? Ben, c'est compliqué. Ils n'ont plus d'argent. Okay? Si vous regardez l'endettement des États-Unis, là, au cours des dernières années, à partir de disons que ça fait sur un graphique, là, ça fait une courbe à peu près comme ça, là. Puis à partir de 2008, là, ça c'est la projection du déficit, puis à partir de 2008, ça monte comme ça. Donc, on est dans une situation très très grave, et désormais, la dette américaine représente davantage que 100% du PIB américain. Bon, le cas extrême, c'est celui de la Grèce, 182%. Le cas du Canada, si ça vous intéresse, c'est à peu près 82%. OK? Et on calcule, les économistes calculent que, passé le seuil de 85%, une économie n'est plus capable de s'en sortir. OK? Et le seul espoir que les Américains avaient toujours de pouvoir s'en sortir, c'est qu'il y ait de la croissance, au rythme de 3,5, 4, 4,5%. Normalement, après une grosse crise, là, comme celle qu'on a eue en 2008, la croissance peut atteindre de 5 à 7% pendant 2 ans, 3 ans. Bien, on n'a rien eu de tout ça. Et en fait, c'est tout juste si on a eu 1,5-2%. Alors, non seulement ils n'arrivent pas à sortir du trou, mais ils sont en train de s'y enfoncer. Évidemment, pour nous, l'inquiétude, c'est on va probablement passer à la casserole, nous aussi. OK? Et je vous expliquerai comment un petit peu plus tard. Toujours est-il qu'ils sont aux prises avec cette situation-là, et pour essayer de colmater les brèches, là, à partir de 2008, quand ils ont dû faire leur intervention massive, ils ont dépensé 7 000 milliards, 8 000 milliards de dollars pour remettre le système financier à flot. Il y en a qui prétendent même que ça pourrait avoir atteint le chiffre de 15 000 milliards de dollars. Moi, je vais utiliser un chiffre conservateur, mais disons 8 000 milliards de dollars, il faut comprendre que c'est pas une petite somme, ça. L'économie canadienne, le PIB canadien, c'est 1,5, c'est 1500 milliards de dollars par année. OK? 1,5 trillion. OK? C'est là qu'il devient socialiste, il demande l'argent de l'État pour se financer. Voilà. Et donc, le gouvernement américain a pris de l'argent. Quand le gouvernement américain prend de l'argent, il prend dans les poches des citoyens. Et puis, comme les citoyens ne l'avaient pas, ben, ils l'ont hypothéqué sur l'avenir des citoyens. Monsieur, pourquoi ils ne l'ont pas? Pourquoi ils ne l'ont pas? Parce que ça fait 10 ans qu'ils font de la guerre. Ils s'endettent. Est-ce que c'est pas parce qu'ils se sont tirés dans les pieds en allant investir en Chine pour fabriquer? Si ça ne vous fait rien, là, je vais prendre des questions après. Parce que sans ça, là, je vais perdre le fil, Okay. Puis je vais vous égarer. OK? Puis je vais m'égarer moi-même, c'est encore mieux. OK? Alors, donc, on se retrouve dans cette situation-là, là, où les Américains ont contracté, hypothéqué les générations futures, à un degré que même les générations futures ne sont plus capables de supporter. Il y a des chiffres qui sont sortis encore ces jours-ci qui montrent que la dette étudiante aux États-Unis est désormais plus importante que la totalité de l'endettement sur carte de crédit. Pensez-y, là. La dette étudiante, là, c'est l'avenir des jeunes, des Américains, ceux qui vont payer l'impôt pour pouvoir financer les retraites. Parce que ce n'est pas des régimes capitalisés, ça. Tout ça, c'est à mesure, là. Hein, ça se fait sur la gueule du client.
Et vous voyez, les chiffres, c'est pas pour rien là, que les fonds de pension publics sont en train de tomber les uns après les autres. On a vu, nous, des fonds de pension publics tomber. Pas publics, pardon, privés. On a vu Nortel, grosse entreprise, gigantesque entreprise qui était membre de l'Association des manufacturiers, et qui, à un moment donné, là, dont les actions sont passées de 135 $ à 85 cents. Oui, oui, on a vu ça là, il n'y a pas tellement longtemps. Là. C'est au cours des 10 dernières années qu'on a vu ça. OK? Et tous les gens qui avaient investi toute leur vie dans l'entreprise ont perdu jusqu'à leur fonds de pension. Parce que les fonds de pension ont été absorbés dans la faillite, parce que la compagnie s'était financée quand ça allait mal, en puisant dans la caisse du fonds de pension de ses employés. Et la compagnie, pendant qu'elle était en faillite, a été appelée à payer en priorité d'autres dettes que celles qu'elle avait envers ses retraités, à cause des lois qu'on a chez nous. Alors, il y a eu le régime Singer à Saint-Jean. Moi, bon, évidemment, ça me parle plus à l'âme, là, parce que j'ai représenté le comté d'Iberville qui était juste en face. La compagnie Singer, c'était l'ancienne compagnie de machines à coudre, là. OK? Bien, cette compagnie-là, également, elle avait emprunté de l'argent dans le fonds de pension de ses employés. Et puis, à un moment donné, les employés se sont retrouvés avec rien du tout. Alors, ça, c'est comme ça que ça se passe dans le secteur privé. Le problème, c'est que c'est en train également de se passer dans le secteur public. Et il y a de plus en plus de régimes publics qui sont en train de faire défaut. On a vu, nous aussi, de quelle façon on peut être affecté. Quand la Caisse de dépôt a perdu 40 milliards il y a quelques années, là, c'est qui ça, ces 40 milliards-là? Là? C'est dans les poches des futurs retraités du Québec que c'est pris, là. Ça veut dire que c'est ça de moins qu'il va y avoir à redistribuer dans les retraites des Québécois. Alors, c'est inquiétant, c'est préoccupant des situations comme celle-là. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des petits futés qui ont conçu des systèmes financiers à l'ingénierie financière de plus en plus sophistiqués, dans lesquels on a perdu la trace des créanciers, et on a surtout perdu la notion que les créanciers, les débiteurs contre qui ces dettes-là étaient appuyées, étaient des gens insolvables. Alors, on a vendu, c'est ça la titrisation, là, quand vous avez vu ça dans les journaux, là, il y a quelques années, et puis il y en a encore en question aujourd'hui parce que ça revient à la surface. Vous avez des banques qui ont pris des tas d'hypothèques, qui ont fait un bundle de ça, qui ont un beau paquet, puis ils ont débité ça en tranches. Et puis, il y a des agences de notation de crédit peu scrupuleuses, du genre Moody's, Standard & Poor's, OK, qui ont dit « Ah, ça c'est du 3A parce que c'était vendu par Lehman Brothers ou bien Goldman Sachs. » Mais à un moment donné, là, quand ça allait mal, on a voulu savoir qu'est-ce qu'il y en avait en arrière, et puis on a découvert qu'il n'y avait rien, c'était du fond. OK, c'est des crédits subprime, c'est-à-dire même pas méritoire d'une cotation, et certainement pas d'une cotation 3A. OK? Alors, évidemment, c'est une escroquerie à l'échelle planétaire, puis où tout le monde, y compris vous, nous, tous ici, on perd une partie de notre chemise. Parce qu'on est tous affectés, à cause de l'interpénétration des marchés. Du niveau d'activité économique qui tombe, on est tous affectés. Alors, vous allez me permettre de m'asseoir un peu, là.